Effrayé par cette expérience insolite, Jean-Paul Ier convoque ses 4 cardinaux pour une réunion secrète. Les 5 hommes se rencontrent le 28 septembre 1978. Aucune autre personne n'est présente dans la pièce. À ce jour, on ignore encore précisément ce qui s'est dit. Mais à l'issue de la réunion, le pape passe à l'action et destitue le cardinal Villot de son poste de secrétaire d'État. Le cardinal Villot, dont l'adjoint avait été victime d'un chantage par l'intermédiaire des films du KGB en 1972. Au cours des 6 années qui se sont écoulées, il y a fort à parier que le cardinal lui-même s'est laissé prendre dans la toile des Illuminati. Sa révocation signifie que le pape a découvert au moins une partie du secret obscur. Mais même Jean-Paul Ier ne peut échapper au destin que lui réservent les Illuminati. Ce soir-là, le souverain pontife se retire dans sa chambre plus tôt que d'habitude, emportant des notes détaillées sur la réunion secrète sur lesquelles il doit statuer. À 5 heures le lendemain matin, la préposée la plus proche du pape, sœur Vicenza, est inquiète. Sa sainteté n'a encore jamais dormi si tard. Elle jette un œil à travers la porte. Jean-Paul Ier est assis dans son lit, sa lampe de chevet allumée, comme s'il lisait. Des feuilles sont éparpillées autour de lui. Mais, à la stupéfaction de la sœur, son visage a la même expression figée que celui de Nicodime, l'archevêque russe assassiné quelques jours auparavant. Jean-Paul Ier est mort. Son règne aura duré moins de 5 semaines. Fort de plus de 2 siècles d'expérience dans l'art de perfectionner leurs méthodes secrètes, les Illuminati font disparaître les moindres preuves. Malgré sa destitution par le pape quelques heures auparavant, le cardinal Villot reprend ses fonctions. En tant que plus haut dignitaire de l'Église, il assure désormais l'intérim de la papauté. Il commence par s'enfermer dans la chambre du pontife pour rassembler les médicaments sur la table de nuit, ainsi que la plupart des documents éparpillés sur le lit, parmi lesquels figurent les minutes de la réunion secrète. Il s'empare également des bonbons que le pape aimait déguster en lisant, mais aussi de ses lunettes et même de ses chaussons. Tous ces éléments disparaîtront à jamais. Puis le cardinal Villot envoie sœur Vicenza dans un couvent, après lui avoir formellement interdit de dire à quiconque qu'elle avait découvert le pontife mort, ou de raconter ce qu'elle avait vu. À 6h10, il convoque les embaumeurs. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est qu'ils arrivent presque immédiatement sur les lieux. Compte tenu de la distance qu'ils avaient à parcourir, il a été estimé qu'ils ont dû être contactés à 4h45. Soit 15 minutes avant que sœur Vicenza ne découvre la mort du pape. À 7h30, la nouvelle est rendue publique. La cause du décès est un arrêt cardiaque. La déclaration indique que le secrétaire du pape, Monseigneur Mag, a découvert le corps. L'heure officielle de la découverte est avancée à 5h30. Lorsque le communiqué est diffusé, les embaumeurs ont déjà fini leur travail, comme ce fut le cas pour l'archevêque russe mort 23 jours plus tôt dans des conditions étrangement similaires. Toute possibilité de pratiquer une autopsie fiable est éliminée. Toute chance de déterminer l'éventuelle origine criminelle de la mort de Jean-Paul Ier est désormais impossible. Dix jours après les funérailles de Jean-Paul Ier, le cardinal Villot rassemble le conclave pour élire un successeur. Le corps électoral officiel se retire dans la chapelle Sixtine. Il est composé de 111 cardinaux, lesquels doivent invoquer le pouvoir du Saint-Esprit afin qu'il guide leur choix. Mais dans les faits, les principaux candidats à la papauté ne sont pas élus derrière les portes closes du conclave. Cette décision se prend dans les restaurants chics de Rome où les cardinaux les plus puissants se retrouvent pour le déjeuner et le souper. Le dimanche 15 octobre 1978, lorsque les cardinaux pénètrent enfin dans la chapelle Sixtine pour la réunion à huis clos, la scène devient le théâtre d'une manipulation politique à tous les échelons. De promesses murmurées entre cardinaux en débat houleux, la tension grimpe à chaque tour de scrutin. Après le 8e vote, une fumée blanche s'échappe du Vatican, signifiant qu'un nouveau pape a été élu.
Mais ces volutes blanchâtres annoncent également un sérieux revers pour le KGB et les Illuminati. Le nouveau pape est un Polonais et un anticommuniste acharné, Jean-Paul II. Mais les Illuminati n'acceptent pas facilement la défaite. Le 13 mai 1981, Mehmet Ali Akça, un homme recherché pour meurtre en Turquie, attend l'arrivée du pape au milieu de la foule massée devant la basilique Saint-Pierre. Selon le propre récit de Mehmet Ali, Jean-Paul II est sorti du Vatican dans une Jeep blanche vers 17 h. Lorsqu'il passe à sa hauteur, le Turc brandit son pistolet et tire à 3 reprises avant d'être maîtrisé par la foule. Le pape est gravement blessé, mais il s'en remet et poursuit son pontificat. Ali Akça commence par affirmer qu'il a agi de lui-même. Mais les enquêteurs sont vite convaincus que cet homme instable et dangereux n'est que l'instrument d'une conspiration de bien plus grande envergure. Ali Akça finit par avouer que son acte est le fruit d'une conspiration bulgare orchestrée par le KGB. Des allégations que l'Union soviétique et la Bulgarie s'empressent de démentir. Lorsque le jury condamne Ali Akça à l'emprisonnement à vie, ce dernier semble choqué de devoir porter à lui seul la responsabilité de son crime. Il commence alors à livrer les détails précis de la conspiration aux enquêteurs italiens et lâche tous les noms. Le 25 novembre 1982, Serge Ivanov Antonov, un employé de la compagnie aérienne bulgare, est interpellé à Rome et accusé d'être impliqué dans la tentative d'assassinat. Très vite, la liste des suspects s'enrichit de 3 ressortissants bulgares et de 4 Turcs. Au mois de juillet 1983, lors de son transfert vers un autre centre de détention, Akça s'adresse publiquement aux journalistes en accusant le KGB et les services de renseignement bulgares d'être mêlés à l'affaire. Par la suite, il explique avoir été entraîné en Bulgarie et en Syrie par des agents du KGB, experts en terrorisme international. Il dénonce également la complicité d'Antonov et de 2 employés de l'ambassade de Bulgarie. En 1984, le juge italien Lario Martella est convaincu que le KGB et les services de renseignement bulgares sont impliqués dans la tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II. Le juge se fonde sur les faits suivants. Akça s'est servi d'un faux passeport parfaitement imité pour s'introduire en Italie. Un document qu'il n'a pu se procurer qu'auprès d'une source disposant de moyens extrêmement sophistiqués. Il disposait également de moyens financiers suffisants pour effectuer de longs séjours en Bulgarie, en Suisse et dans plusieurs autres pays européens. En outre, la preuve a été établie qu'il avait bénéficié d'aides substantielles pour ses activités en Italie, et ce, jusqu'à la tentative d'assassinat. Au printemps, lors du procès des 8 hommes accusés d'avoir participé à un complot visant à l'assassinat du pape Jean-Paul II, les faits commencent à émerger à la surface. Au cours des débats, plusieurs accusés turcs déclarent avoir aidé Akça lors de ses déplacements entre la Turquie, la Bulgarie et l'Italie. Un autre avoue, au cours du procès, avoir versé de l'argent à Akça pour le compte des Bulgares. Un dernier admet lui avoir procuré l'arme du crime dans un restaurant milanais. Mais dans les années 80, après 2 siècles d'infiltration des hauts lieux, les Illuminati ont apparemment pris le contrôle des cours de justice italiennes. Au final, à la stupéfaction de la plupart des observateurs, la Cour italienne estime que les preuves rassemblées ne permettent pas de condamner les conspirateurs. Si l'affaire Akça a illustré que la communauté secrète avait bien compromis le système judiciaire italien, elle a également démontré que les Illuminati avaient atteint le sommet de la hiérarchie du KGB.